Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Sébastien Saint-Pierre en direct des studios de la vie agricole. Je vous présente à l'animation aujourd'hui M. Yannick Patelli ainsi que M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour Michel. Bonjour Bienvenue Yannick. dans notre quotidien habituel. Et bonjour Roméo Bouchard que nous avons, que vous êtes à Kamouraska, évidemment, chez vous. On vous reçoit par Zoom. On est content de vous avoir. Ça faisait déjà quelques mois qu'on ne s'était pas reparlé, Roméo. Et en fait, vous êtes revenu dans l'actualité. Roméo, il sait toujours revenir dans l'actualité. Et moi, j'ai vu ça passer la semaine dernière sur la page Facebook de Roméo. Après, ça a été donc repris dans notre journal, dans la vie agricole, repris dans le Devoir. Et le texte que vous avez sorti sur la crise du porc a été le texte le plus lu du week-end. C'est ce que le Devoir disait, en fait, dans leur chronique, que les textes les plus lus, c'était le vôtre, devant celui sur la Fondation Trudeau. Et dans ce texte, on parle de crise du porc, et là, vous y allez carrément... c'est un peu vitriolique, votre affaire, parce qu'en fait, vous parlez de magouilles incestueuses. Vous montez le créneau assez haut, pendant que de son côté, l'UPA est sorti en disant qu'il était attristé de la situation. Donc, il y a comme deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui s'est passé, Roméo, dans la crise du porc, selon vous? Bien évidemment, j'ai été quand j'ai vu la nouvelle sur Olimel, j'ai entendu le président du syndicat des employés parler. Ça m'est allé droit au cœur parce que on avait tellement prévu quand on s'est battu contre l'implantation, l'invasion de l'industrie porcine en 91, 92 et début des années 2000, on le disait ouvertement. Un texte comme j'ai écrit là, on en a écrit des dizaines pour dire que ce virage-là vers l'industrie porcine comme fer de lance pour la conquête des marchés, ça allait détruire notre agriculture. Parce que ça introduisait un nouveau modèle agricole qui était complètement dévastateur, c'est-à-dire l'intégration, premièrement, la concentration des entreprises, le fumier liquide, les animaux en concentration, donc au niveau du bien-être animal, quelque chose d'à peu près inacceptable. L'ASRA, qui se trouvait à se diriger massivement vers les intégrateurs plutôt que vers les producteurs. Oui, d'ailleurs, dans mur à mur pour essayer de nourrir ces cochons-là. Donc, c'était toutes des choses qui, on l'a dénoncé très fertement à l'époque. Ça va détruire complètement l'agriculture d'autosuffisance qu'on a, l'agriculture de proximité, l'agriculture alimentaire. Et là, on le voit, là, on le voit arriver sous nos yeux. Là. Ça s'écroule. Oui, mais là, ne tient pas la route. Là, il y a plusieurs points que vous soulevez, Roméo, c'est intéressant. On va essayer d'y aller point par point parce que d'abord sur l'ASRA, parce qu'effectivement dans votre texte, moi j'ai souligné, vous parlez effectivement vous vous désolez du fait que l'ASRA a été ouvert aux intégrateurs, etc. D'ailleurs vous rappelez que Jean Garon était contre ça. Quand j'ai lu ça, je me dis, Jean Garon, non seulement il se retourne dans sa tombe, il doit vriller dans sa tombe, là, voir ce que vous avez écrit, parce que finalement... il a écrit exactement le texte que j'ai écrit. Possiblement. C'est tout à fait dans son esprit. Mais la question que je me posais, c'est quand on parle d'entreprises qui exportent, le Québec se dit souvent fier d'exporter. On est fier d'exporter l'érable, on est fier d'exporter des avions pour bombardier. Est-ce que dans le porc, il n'y avait pas ce côté un peu fierté d'exporter du porc au Japon? D'ailleurs, le ministre de la Montagne est allé récemment au Japon encore pour dire faut racheter notre porc. Est-ce que ça fait partie quand même? Je comprends toute la dynamique par rapport à la production massive, par rapport au bien-être animal dont on parle beaucoup en ce moment. Tout ça peut être entendu aussi, puis ça peut être d'autres points. Mais sur l'aspect exportation, est-ce que c'est absolument désolant finalement qu'on exporte du porc? C'est ça la question que je me posais. C'est absolument inacceptable qu'une agriculture d'un pays soit orientée essentiellement vers l'exportation. C'est pas fait pour ça, l'agriculture. L'agriculture, c'est pas une business, c'est une activité essentielle pour nourrir une population sur un territoire. C'est ça que c'est par nature. Et dès qu'on s'en va vers des processus comme ça, l'exportation entraîne la production intensive, massive, entraîne la concentration qu'on a observée, entraîne toutes les méthodes anti-environnementales qui ont été développées, qui ont été cautionnées par le ministère de l'Environnement
pour cette industrie-là. Et au bout du compte, les marchés, dans ce qui regarde le Québec, là, le Québec, avec la mesure, la taille du Québec, ne peut pas devenir le grand exportateur de porc du monde. Et le résultat est là aujourd'hui. Les marchés qui ont fonctionné pendant 10, 15 ans, 20 ans, sont en train de s'écrouler un après l'autre. Oui. Les États-Unis, ils ont progressé énormément dans l'industrie porcine. Maintenant, ils en importent moins de chez nous. La Chine est en train de s'autosuffire, et ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas d'avenir là-dedans. On l'a dit, on l'a répété. Non seulement il n'y avait pas d'avenir à cause des marchés, mais il n'y avait pas d'avenir parce qu'on allait détruire notre propre base alimentaire au Québec. Et c'est ce que j'observe en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là. Tout à fait. Et la pandémie nous a... Il faut prendre tous les aspects qu'il y a là-dedans. Oui. La pandémie, d'ailleurs, nous a rappelé l'importance de l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, on nous l'a quand même rabâché. Alors peut-être, est-ce que la pandémie, est-ce que ce qu'on vit actuellement avec Olimel, est-ce que tout ça peut brasser les idées de tout le monde et changer le modèle? Avez-vous espoir à ça? C'est-à-dire qu'actuellement, on pourrait dire qu'il y a eu le changement vers la conquête des marchés en 90. Là, on commence à faire un autre changement vers l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est pas vrai. C'est juste une propagande du ministère actuellement, puis de l'UPA pour se montrer te donner bonne bouche dans le public. En réalité, les programmes qui sont faits actuellement pour l'autosuffisance alimentaire, ça ne va pas vers des entreprises de proximité, vers des entreprises écologiques. C'est encore le gros modèle des grosses serres subventionnées au bout et qui vont centraliser toute la production. Oui, parce que on est en train de continuer le même modèle, mais en faisant croire à tout le monde qu'on s'en va vers de l'autosuffisance alimentaire. Le programme du ministère de l'Agriculture en agriculture durable, toutes les mesures qui sont offertes ne sont pas ouvertes pour les producteurs bio, parce que d'autres, ils le font déjà depuis des années et à leurs propres frais. Mais là, non, eux autres, ils n'ont pas droit. Pour préciser, et les mesures pour le maïs puis le soya, c'est rien que pour les gros producteurs de maïs. On va préciser pour les auditeurs, Roméo, parce que vous avez dit le mot serre. Effectivement, vous avez fait le rapprochement entre ce qui se passe dans la production porcine et la production en serre. Pour les auditeurs qui vont peut-être pas suivi votre Facebook, en fait, vous avez fait un texte le lendemain qui effectivement faisait un parallèle en disant, grosso modo, je pense que vous disiez, ce qu'on vit dans le monde des serres, c'est ce qu'on a vécu il y a 20 ans dans le monde du porc. C'est à peu près ça que vous disiez, je pense. Oui, c'est-à-dire que le rapprochement est un peu, comment je dirais, donc, on fait feu de tout bois, là. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jean-François Robert de Saint-Félicien, qui est le frère de Louis Robert. Et il a dit, au fond, on continue encore, là, on développe les serres, soi-disant pour de l'autosuffisance alimentaire au Québec, mais on prend encore le gros modèle, on ne subventionne pas des entreprises, des entreprises qui vont être plus de proximité, plus écologiques. On y va avec le gros modèle industriel. Et c'est pour ça que l'autosuffisance alimentaire, c'est très ambigu, c'est très dangereux actuellement, le discours du ministère de l'Agriculture sur ce sujet-là et le discours de l'UPA également. C'est vraiment un front pour continuer le même modèle pourri. Alors, Roméo, moi j'ai encore bien des questions à vous poser, mais Michel, peut-être une intervention? Ben oui, d'abord ça m'a soulevé beaucoup de réflexions, votre article, Roméo. Vous savez à quel point j'ai été le premier à proposer qu'on balaie l'ASRA puis qu'on le remplace par quelque chose qui est beaucoup plus, d'abord universel, d'abord comme outil de soutien, de façon à permettre une agriculture beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus pluriel, comme disait Jean Pronovo. Alors, je suis là-dedans aussi, à 100%. Je me pose malgré tout des questions sur le fait que si on n'avait pas eu d'Olimel ou Coop Fédérier derrière tout ça, ou encore dans le lait, on a vu qu'il y a eu des problèmes assez importants avec
AgroPure, bon, on a des problèmes de gouvernance, puis des problèmes, je dirais, un peu de choix stratégiques, mais il reste que j'aurais pas voulu que le Québec devienne malgré tout l'importateur ou l'acheteur de produits de Maple Leaf tout le temps, là. Parce que ce qui serait arrivé, en tout cas en partie du moins, c'est que si on n'est pas producteur, puis là je parle pas d'une autarcie, là, mais si on veut rester dans une économie ouverte, forcément, on va se retrouver avec sur la table des produits qui vont remplacer ceux qu'Olimel fait sous les marques de Lafleur etc. Il y en a plusieurs. Donc, cette question-là, pour moi, m'a traité dans la tête. Je dis, l'alternative à ça. Oui, il y a eu des erreurs et je suis d'accord avec vous, mais c'est quoi le choix? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'on deviendrait une société qui est essentiellement tournée sur son alimentation, sans penser à exporter, sans penser à avoir une balance économique? J'ai un peu de misère avec ça, là. On produit, on veut produire plus de tomates de laitue à longueur d'année, oui, dans des serres, mais autrement, on va toutes les acheter d'ailleurs, parce qu'on va encore en manger des tomates puis des laitues. Puis c'est pas vrai que c'est le jardin d'à côté qui va les produire, là. Mais entre tout mettre à l'exportation et ne rien mettre, il y a un monde. Mais là. Justement, on n'a pas tout mis. Qu'on ait une industrie porcine qui soit orientée foncièrement vers l'alimentation du Québec, qu'il y ait des surplus qui puissent être éventuellement... Hein, c'est possible, mais seulement qu'on se fasse une industrie porcine qui a du bon sens pour nous autres. Okay. Là, on fait des cochons pour les autres. Je suis d'accord. Et on garde la marde de chez nous et on garde tout le dégât que ça fait. On produit 5 millions de porcs alors qu'on en consommerait peut-être 2 millions, je ne sais plus. Oui, à peu près. C'est à peu près ça, oui. Mais on a tout le dégât des 7 millions. On a tout le fumier, le lisier de ces 7 millions-là. On a toute la pollution que ça crée. On a toutes les céréales, la destruction des sols par les monocultures de céréales intensives actuellement. Ça, on n'a pas besoin de ça, là. Donc ça rapporte... Je suis d'accord avec vous. L'exportation, ça rapporte aux intégrateurs. Ça ne nous rapporte pas à nous. Donc, on a une question de dimension, là. Je pense qu'on se rejoint là-dessus, là. Si on avait une industrie porcine d'une dimension beaucoup plus acceptable socialement, mais qui devrait exporter par ailleurs, ou bien t'exportes pas, ou tu peux pas juste exporter. Vous avez Breton actuellement qui fait du porc biologique. Voilà. Il en exporte. Il l'exporte beaucoup parce que il y a de la misère à en vendre ici, tu sais, à cause des prix, tu sais. Okay. Mais seulement, voilà, il en fait du porc bio, là. C'est un exemple. Je trouve ça intéressant. De proximité. Voilà. Ben alors, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Là, lui, il s'est retiré de la SRA, imaginez-vous donc. Tellement il avait l'impression d'être marginalisé par la SRA. Roméo, alors, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. On va à une courte pause, Roméo. On a 2-3 pubs à passer et on revient tout de suite après. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour, confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors, bon retour dans la quotidienne. Nous sommes, Michel, avec Roméo Bouchard, que vous connaissez tous très bien, cofondateur d'Union Paysanne. Nous parlons de la crise du porc et de l'email, évidemment. Juste pour signaler, parce que pendant qu'on se parle, on est en enregistrement, ça va être diffusé dans quelques jours, mais il se trouve que le ministre André Lamontagne vient de tweeter qu'il rencontrait en ce moment les membres du secteur porcin qui ont présenté leur plan, un jalon important pour assurer la pérennité, la prospérité de la filière. Et dans le même délai, je viens de voir que les éleveurs de porc du Québec viennent de lancer un communiqué dans lequel ils disent « Acheteurs, éleveurs ont convenu de diverses ententes afin d'assurer l'écoulement de la production porcine, etc. » Parmi ceux-ci, Noto Colimel a accepté de maintenir en opération l'usine de Vallée-Jonction pendant plusieurs mois et ainsi poursuivre l'abattage de 624 000 porcs qui seront d'ici le 3 juin 2023. Donc en fait, il y a apparemment des discussions toutes fraîches là, qui sont en train de se faire, donc ça discute. Mais il reste que, pour revenir quand même au fond de la problématique de la filière, parce on a déjà parlé de problématiques de discussion dans les filières, dans le lait, dans le blé, etc. Je vais rappeler simplement que Daniel Mercier-Gouin, je ne sais pas si Roméo vous l'avez vu, il était aux zones économie en fait ces jours-ci, et quand il a été questionné, il a dit c'est un problème conjoncturel à cause des marchés mondiaux, etc. Mais pas seulement, il a dit c'est aussi un problème de gouvernance, un achat trop cher chez Ménard, et laisser entendre que les coopératives grossissent. La question que j'ai envie de vous poser, Roméo, est-ce que les coopératives à un moment donné, de se déconnectent un petit peu de leur réalité coopérative parce qu'ils sont obligés de faire des compétitions avec des multinationales? Totalement. Et la manie de la concentration les a complètement emportés. Là. Ils sont en train de se détruire eux-mêmes avec cette manie de vouloir tout concentrer, tout monopoliser et tout concentrer. Là, c'est comme pas par hasard là, qu'ils veulent garder les entreprises, les abattoirs de Saint-Hyacinthe, etc., au centre du Québec, et que c'est une région relativement plus périphérique, la Beauce, qui écope. C'est toujours pareil. C'est la concentration. C'est totalement... tous ces organismes-là, que ce soit l'UPA, que ce soit les coopératives, sont embarqués depuis 1990 dans cette dynamique-là de la conquête des marchés. Ils ont perdu la tête. Ils sont en train de perdre le culotte avec ça. Et en plus, c'est ce que je dis, ils achèvent de détruire l'agriculture qu'on avait ici et qu'on pouvait avoir. T'sais. Et comme on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il serait possible d'évoluer vers une production porcine plus axée vers le Québec, mais temporisée? Il faudrait s'attaquer à la mise en marché collective, tu sais. Mais comme pour le lait, comme pour le reste. Est-ce que ce modèle-là de concentration repose sur les systèmes de mise en marché collective actuellement obligatoires dont on n'est pas capable de se sortir. Mais est-ce que les fédérations, et dans ce cas-là les éleveurs de porc du Québec, font toujours le travail nécessaire pour leur... Parce qu'en fait, il y a tout un débat aussi autour de l'abattage des porcs. Vous savez qu'il y a les porcs qui sont intégrés, les porcs qui sont sous contrat, les porcs qui sont indépendants, de proximité. Il y a plusieurs contrats et c'est pas toujours les mêmes porcs qui sont abattus en premier.
J'ai assisté, moi, au mois de mai 2022 à Saint-Bernard, à une grande réunion où il y avait une centaine de producteurs de porc qui étaient là. Il y avait entre autres Yann Turmine, que vous connaissez, qui est chroniqueur chez nous, qui avait fait une sortie en disant devant les producteurs de porc, réveillez-vous, ce qui se passe, ça marche pas. Vous êtes, je pense que j'ai le journal, il dit vous devez vous battre pour retrouver un plan conjoint comme autrefois, comme avaient vos parents et vos grands-parents. Le plan conjoint actuel est nul à chier. Désolé pour les gens de la fédération, mais c'est ça. Ça, c'est ce que disait Yann Turmine il y a un an. Sauf qu'il y a un an, les mêmes personnes que j'entends aujourd'hui qui demandent de l'argent à Ottawa et à Québec, donc notamment René Roy et Julien Santerre qui étaient là, disaient Monsieur Turmine dit qu'on n'a plus de plan conjoint. Moi, je dis qu'on l'a encore. C'est quand on va à la régie pour faire trancher un litige qu'on se fait éroder pour notre plan conjoint. On fait des gros efforts à Longueuil. C'était ça les réponses. Tous les ports ont la même équité, ça travaille fort à Longueuil, ça travaille fort à Longueuil. C'était ça le discours. Alors là, la question, quand je suis sorti de cette rencontre-là au mois de mai dernier, d'ailleurs, j'étais un peu interloqué parce que moi j'étais allé là, je m'étais fait dire par plein de producteurs, viens voir, on va bouger. Puis finalement, personne n'a bougé parce que les éleveurs de porc avaient en tout cas organisé quelque chose pour que ça planisse un peu. Et là, des fois, on se dit, un an après, on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que les éleveurs de porc crient plus fort il y a un an? Ah oui, c'est sûr, mais c'est toujours très difficile de se défendre contre une grosse machine. Quand on a laissé la machine tout envahir, tout contrôler, après, on ne sait plus par quel bout la prendre. Tu sais. Et c'est la seule solution quasiment, c'est un effondrement de la filière. Tu sais, actuellement, on s'en sortira pas autrement, tu sais, parce que c'est trop des gros morceaux. Comment sauver la filière, Michel? Ben moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est malheureusement, si c'est pas notre grosse machine à nous, ça va être la grosse machine d'un autre. C'est ça le problème, et c'est ça qui me fait peur, moi. Quand il faut mettre la hache dans tout ça, là, puis dire qu'on change de modèle, il va continuer d'y avoir des Maple Leaf qui nous apportent des oignons, des Lactalis qui vont apporter du lait, qui va nous nourrir en lait à la place d'AgroPure. Ça existe. Donc, on est à moins de fermer nos frontières et là, devenir véritablement une autarcie. On n'est pas, ça va pas vers là. Mais le résultat, c'est que ma crainte, ma réflexion, c'était quoi d'autre, comme diraient les Américains, what else, what if? Qu'est-ce que ça serait si c'était pas ça? Oui, on est allé trop loin. Peut-être notre modèle, et certainement notre modèle est questionnable sur son mode de soutien, sur le mode de production également. Mais à la fin, on a quand même des remparts contre l'invasion de tout un chacun qui est au nord ou au sud, ou plutôt à l'ouest ou au sud de nos frontières. C'est ma crainte et je n'ai pas encore trouvé véritablement la réponse. Bien sûr, on peut refaire le modèle et je crois que dans les réflexions qu'on fait actuellement, il y a beaucoup d'éléments. Mais sans se faire acheter par tout le monde, est-ce qu'il y aurait moyen... Non, on ne serait pas acheté. On achèterait. L'idée que je viens de dire, c'est que si c'est pas AgroPure qui nous vend du lait, ça va être quelqu'un d'autre qui le fait sous une autre étiquette ailleurs. Par un privé, mais pour pas arriver à cette situation-là, est-ce qu'il y a une gouvernance? Parce que Daniel Mercier-Gouin parlait d'une problématique de gouvernance. Oui. Je pense que vous avez déjà, dans les émissions de l'Institut, parlé de problème de gouvernance chez AgroPure aussi. Et d'ailleurs, Jean-Louis Tinant, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Louis Tinant, qui était producteur de bovins, qui a été le président de l'Association des défenseurs de producteurs de bovins dans la période critique de Lévigneuf-Colbeck. C'est lui qui avait monté l'association pour défendre les producteurs. Il a tweeté un truc cette semaine, ou il a mis sur Facebook cette semaine un truc, il disait quand une coopérative va bien, il faut qu'elle s'enfle la tête et exagère son développement et se met alors en situation dangereuse. Ouais. AgroPure a fait pareil en 2015, problème de direction, problème de gouvernance, c'est sûr, un grand manque de respect envers ses membres. Et il faisait des références à ce qu'était Lévigneuf-Colbeck. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire tout à fait les références à Lévigneuf-Colbeck, c'est pas le même propos, mais il reste qu'au final, ce que disent des producteurs sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que finalement, les coopératives, elles s'enflent la tête trop vite dans leur développement. Mais est-ce qu'elles ont besoin de ça pour rester compétitives? Elles ont un mode de gouvernance qui est très, qui est très par eux-mêmes. On ne va pas chercher non plus d'expertise. Si on regarde les conseils d'administration, c'est juste nous autres. Écoutez, monsieur, quand je dis que c'est des manigances incestueuses, là, c'est que quand on parle de l'ASRA, là, que les vrais producteurs de porc là, qui encaissent l'argent, c'est pas les éleveurs, c'est Olimel. C'est des propres producteurs qui gèrent une coopérative
qui part en arrière, encaisse tout le moton, puis prolétarise tous les petits éleveurs qui en a pratiquement plus d'indépendants qui peuvent survivre. Ça, là, ça mérite pas de survivre, une coopérative. Ce qu'on doit dire, c'est que... Et là, ce que vous dites, M. Saint-Pierre, vous êtes en train de mettre en doute qu'on peut aller vers une agriculture de proximité. Non, voyons donc. J'ai pas dit. Vous avez peur parce que toutes les subventions, toute la machine actuellement, elle est bâtie pour alimenter la grosse production. Détournez-la progressivement pour redéployer l'agriculture vers des entreprises moyennes, petites, plus grandes, mais de proximité et écologique, évidemment, parce qu'on est en urgence écologique. Mais mettez toute l'énergie vers ça, puis il va se passer quelque chose. On ne sera pas mangé par Maple Leaf. Il y a une certaine synergie dans ces propos-là avec quand même le rapport Pronovo. Le rapport Pronovo poussait aussi vers ça un peu. C'est-à-dire le rapport Pronovo, puis moi aussi je suis dans le sens d'avoir une agriculture diversifiée dans notre modèle. On ne pourra pas, effacer ce qui s'est fait jusqu'à présent. On peut faire des améliorations stratégiques. Mais oui, vous avez raison, l'agriculture de proximité doit être maintenant notre nouveau modèle. Mais notre nouveau modèle qui va être à côté de l'autre, il fera pas de table rase lui non plus. Si vous continuez à donner tout l'argent à l'autre, il se développera pas. Vous me faites dire des choses que j'ai pas dites. J'ai pas dit ça parce que je suis le premier à avoir écrit un rapport pour dire cet argent-là, arrêtons de faire de la SRA. Si vous avez déjà lu mon rapport, puis je vous l'ai envoyé en priorité, vous allez voir que je suis le premier à avoir véritablement dénoncé. Vous admettez que ça n'a pas changé. Et j'admets, puis j'ai encore lors d'une émission toute récente, j'ai dit non, on n'a rien changé, on n'a rien écouté, on n'a pas écouté ni Pronovo ni moi, parce que ça dérange le modèle établi, ça dérange les structures pour lesquelles il y a pas juste d'un côté des capitalistes qui gagnent, il y a le syndicalisme aussi qui est établi et puis qui bougera jamais là-dedans. Et là, même le lait, dans le lait, le problème est en train de, même si c'était sous gestion-là, c'est en train de tourner à la même chose parce que l'endettement augmente tellement et les problèmes à cause des taux d'intérêt actuellement, ils nous annoncent que il y en a 3 sur 10 qui vont disparaître. Eux autres aussi sont en train de crouler sur leur modèle. Là. Oui, problème de la filière du lait, c'est un problème qu'on a déjà soulevé aussi dans les quotidiennes, mais ça va être un beau sujet pour te faire revenir, Roméo. Merci à vous tous. Belle quotidienne animée. Au plaisir. On suit ça de près. Au revoir, Roméo.